bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit update lecture. Petit, je ne sais pas s'il le sera, mais en tout cas, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Aujourd'hui, je vais vous parler de dystopie, d'urban fantasy et de manga. Commençons par le second tome de la sélection L'Élite de Kirakas, donc moi que j'ai en format poche chez Pocket Jeunesse. Donc dans cette histoire, nous allons suivre nos 6 candidates qui continuent la compétition pour conquérir le cœur du prince Maxon. Donc il y a moins de candidates et la bataille se fait de plus en plus rude. Si jamais vous n'avez pas vu ou lu le premier tome de la saga et que vous êtes intrigué, je vous mets tout ça dans le petit i pour ne pas vous spoiler. Mais si le premier tome, j'ai eu un petit peu du mal au début puisque je trouvais que l'univers était un peu long à se mettre en place, dans ce second tome, j'ai beaucoup aimé puisqu'on était vraiment plus dans l'action. La dynamique de l'histoire était beaucoup plus intéressante. Les personnages, je sais pas, ils avaient ce petit truc en plus. Comme l'univers était lancé, forcément, je pense que j'étais vraiment plus dans l'histoire. Je me suis laissée embarquer dans les différents rebondissements. L'univers était beaucoup plus développé et certaines choses que je reprochais au tome 1 ont fait leur apparition dans ce second opus. Du coup, j'en ai été simplement ravie. Donc j'en ai appris du coup beaucoup plus sur l'histoire du royaume. C'était quelque chose qui m'intriguait énormément dans ce tome 1. Je me poser des questions, comment après la troisième guerre mondiale on en était venu à un système de castes, pourquoi les castes étaient classées de telle ou telle façon, et là j'ai eu des pseudo-réponses même si elles ne sont pas encore assez suffisantes à mon goût. Je suis toujours aussi fan d'America, notre personnage principal, qui est une jeune fille franche, dynamique, qui a de belles valeurs, même si elle est peut-être un peu trop impulsive à certains moments. Pour autant, elle sait être réfléchie quand il le faut, elle a une réflexion sur le royaume, sur les affaires, sur le comportement des gens qui est assez intéressant et les valeurs qu'elle démontre, qu'elle veut... Je sais pas comment vous expliquer, son contact avec les autres candidates, il est pas malsain et j'ai apprécié cela. En fait, elle va pas tout faire pour écraser les autres. Maxon, lui, le prince, qui était assez livre ouvert dans le premier opus, se fait un peu plus mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'il pense, on se pose un peu plus des questions. Mais bon, je pense que c'est ce qui rajoute ce petit côté piquant à l'histoire. En tout cas, ce second tome, je l'ai dévoré à une vitesse incroyable. Je l'ai commencé dans la journée et je l'ai fini avant la fin de la journée. Enfin, le récit, une fois que je l'avais sous les yeux, je ne pouvais plus le lâcher. Dans ce tome, c'est que les rebondissements, ils s'enchaînent, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a des intrigues politiques qui sont beaucoup plus importantes. On apprend à mieux connaître la reine, on apprend à mieux connaître le roi, on apprend à mieux les cerner et ça, c'est vraiment très intéressant, même si j'aimerais en reprendre encore beaucoup plus. Il y a énormément de thématiques abordées, des thématiques que j'aimerais par contre voir s'approfondir dans les prochains opus, les thématiques de la monarchie, de la dictature, en savoir plus sur cette troisième guerre mondiale, pourquoi elle est arrivée, comment ça se fait. On a les thématiques de la famille par rapport dans le contexte familial dans lequel on grandit nos candidates, mais aussi comment Maxon vit sa vie de famille en tant que prince hérité du royaume, les relations qu'il a avec sa mère et celles qu'il a avec son père. On a aussi la culture de l'apparence. On voit que selon les castes, selon les candidates, elles n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Et surtout, les différentes classes sociales, elles sont de plus en plus marquées. Et ça, ça se voit puisque la compétition est beaucoup plus importante. On en demande toujours plus et forcément quand on vient d'une caste qui est plus en bas, c'est beaucoup plus dur de s'imposer dans l'élite quoi. Donc voilà. Mais j'ai vraiment apprécié ce tome et j'ai hâte de voir où va nous emmener l'auteur dans le troisième opus. Maintenant, je vais vous parler de Myrina Holmes de Anatrice, le premier tome, Démons et Merveilles, publié chez Black Ink Edition.
Alors ce tome, bon, il pèse une tonne, hein. C'est le gros défaut que je trouve de la maison Black Ink, c'est que les livres sont très lourds. Mais par contre, j'adore la qualité du papier qui est glacié. Enfin, peut-être que vous en avez rien à faire, hein, mais voilà, le papier, j'adore le toucher, j'aime beaucoup cette qualité papier et je pense que c'est pour ça qu'il est assez lourd. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture qui est assez démoniaque, comme nous l'indique le titre, et la plume d'Anatrice est assez envoûtante. Donc en fait, dans Myrina Holmes, nous sommes dans une lecture qui va mêler passion, humour et aventure. Je vous explique un peu pourquoi. Myrina, c'est une démon hybride. En fait, elle est issue d'un démon pêcheur et d'un démon... Comment on appelle ça déjà? Ça veut pas revenir. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc on a les démons pêcheurs et les démons vertueux, voilà, ça revient. Et du coup, en fait, normalement, quand il y a des mix entre des démons pêcheurs et des démons vertueux, ça fait des démons un peu particuliers, des démons hybrides et c'est interdit en fait, puisque ça peut faire des démons sans âme ou ça peut faire que ils ont des particularités que d'autres démons n'ont pas. Enfin, je développerai pas puisque c'est tout ce qui fait la particularité de Myrina et du coup c'est intéressant de le découvrir par soi-même dans le récit. Et donc Myrina, elle est devenue traqueuse pour le CIT. Le CIT, c'est une espèce d'infrastructure pour les démons qui ressemble un peu au FBI ou à la CIA. Ils vont traquer un petit peu les démons qui respectent pas les règles. Et si vous voulez, les démons, ils vivent sur Infernum. C'est une espèce de portail vers le monde démoniaque. Mais ils ont accès au monde des mortels à travers différents portails. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Et donc Myrina, elle enchaîne les enquêtes, c'est une des meilleures traqueuses, mais il y a une enquête qui va lui poser beaucoup de difficultés. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Kellen Wills, qui s'avère être le nouveau petit ami de sa sœur Succube. Sa sœur qui est beaucoup plus âgée qu'elle. Et... en fait, Kellen et sa sœur, ils ont une relation un peu particulière. Sa sœur, elle prend les choses très au sérieux, mais Kellen Wills, c'est le pire des démons ivre-sang. Il possède toutes les qualités d'un démon pêcheur. Enfin, qualité, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, hein, on va dire. Tout ce qu'il faudrait pas avoir, en fait, il le possède. Sauf que Kellen, quand il a rencontré Myrina, il a jeté un petit peu son dévolu sur elle. Sauf que Myrina, elle peut pas le sentir déjà. Donc ça pose un problème. Et en plus, il va interférer dans son enquête et ça va poser encore plein d'autres problèmes. Voilà un petit peu pour le résumé du topo principal sans trop vous en dévoiler. Donc comme vous l'aurez compris, en fait, on évolue déjà dans un univers qui est assez complexe. Mais pourtant, même s'il est complexe, on se laisse très vite embarquer par l'écriture de notre autrice qui est vraiment fluide, qui se laisse dévorer avec une facilité très déconcertante. On a des personnages charismatiques, que ce soit Kellen, que ce soit Myrina, ils ont du répondant, ils ont de l'humour, ils ont des réactions complètement impromptues. Enfin, moi personnellement, j'ai été surprise plus d'une fois. Je me suis beaucoup amusée à travers ces différentes réactions. Et nos personnages, on se rend compte qu'ils sont vraiment charismatiques, qu'ils ont une personnalité bien à eux. Et on s'attendrait pas à avoir des personnages qui réagissent comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai bien aimé aussi ce livre puisque j'ai été très immergée dans l'histoire grâce aux descriptions. Et les descriptions, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y en a ni trop peu ni pas assez. C'est-à-dire que on a beaucoup de descriptions pour qu'on soit vraiment dans la tête de nos personnages, pour qu'on ressente vraiment la confusion des sentiments, qu'on ressente vraiment l'énervement, qu'on ressente un peu tout ce qu'ils ressentent. On a assez de descriptions pour qu'on puisse s'imaginer un petit peu à quoi ressemble Infernum, mais sans trop en avoir pour qu'on puisse laisser libre cours à notre imagination. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, puisque quand il y a trop de descriptions, je m'y perds, mais quand il n'y en a pas assez, j'arrive pas à apprécier ma lecture. Donc ça, c'est vraiment un élément qui, pour moi, est essentiel. Par contre, je tiens à vous préciser que ce livre contient des scènes érotiques, et donc c'est pour un public quand même assez averti, et que nous sommes dans un univers de démons, donc le langage peut être assez cru, donc il peut y avoir des injures. Disons que c'est pas un livre pour les enfants, et donc si jamais vous êtes des personnes qui n'aimaient pas la vulgarité dans un livre, ce livre n'est pas pour vous.
Mais par contre, si cela ne vous dérange pas et que vous voulez complètement être immergé dans l'histoire, le langage convient parfaitement à l'environnement de nos personnages. Donc voilà, après pour moi c'est vraiment une lecture parfaite pour ceux qui aiment le fantastique et qui aiment la romance, puisqu'elle mêle vraiment les deux côtés les plus extra de ces deux univers littéraires. Maintenant, je vais vous parler du tome 2 de Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, publié chez les éditions Nobidobi. Et je vous avais dit que le tome 1 était un coup de cœur, j'avais vraiment aimé. Alors ce tome 2, je l'ai bien aimé, mais un petit peu moins que le tome 1. Donc je vais pas vous en faire un résumé, mis à part que vous dire que Iruma est un jeune mortel qui évolue dans une école de démons. Comme ça, si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous spoil pas, mais je vous mettrai le petit update où j'en parle un peu plus en détail pour ceux que ça intéresse. Et donc dans ce tome, nous sommes un peu plus dans l'action, puisque dans le premier tome, on découvre l'univers, on découvre un peu l'école, les professeurs, les camarades d'Iruma. Et là, les actions s'enchaînent, les cours s'enchaînent, et du coup, forcément, notre jeune mortel va se retrouver en difficulté. Sauf que, malgré ces difficultés, j'ai été assez admirative du sens moral de notre personnage, qui a quand même une certaine éthique, et en fait il ne s'en défait pas de cette éthique, et franchement j'ai trouvé ça vraiment admirable. Donc après, comme je vous l'ai dit, c'est déjà un manga qui mêle beaucoup d'humour, où il y a de l'action, où l'amitié elle est sincère, elle est là, elle est présente. Enfin, il y a des super valeurs qui sont évoquées dedans. C'est un manga qui se lit vraiment facilement. On se laisse embarquer dans l'histoire. Enfin, moi j'ai pris énormément de plaisir, même si j'en ai pris moins qu'avec le tome 1. Le trait graphique par contre est très fin. Ça a beau être un seinen, je trouve que le trait graphique ressemble beaucoup plus à un shoujo. Il y a une mouche qui tourne par là depuis tout à l'heure, elle m'énerve. Donc le trait graphique est très fin. Et donc j'ai vraiment apprécié cela, même si je vous avoue que j'aurais aimé un peu plus de détails. J'aimerais découvrir un peu plus l'environnement démoniaque de l'histoire, avec un peu plus de détails, mais bon, ça c'est mon côté perfectionniste. J'espère voir dans les tomes suivants une évolution vraiment entre le grand-père d'Iruma démoniaque et Iruma. Puisque pour l'instant, en fait, on voit des brefs aperçus, mais on voit surtout Iruma se dépatouiller dans l'école des démons. Et moi, j'aimerais vraiment voir la relation qui se crée entre ces deux êtres, parce que c'est quand même le symbole principal de l'histoire. Alors voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous en dire sans trop vous spoiler. J'ai bien aimé ce tome, mais le tome 1 est quand même un peu au-dessus. J'ai relu le deuxième tome de Fairy Tail, publié chez Pika Édition de Hiro Mashima. Donc... je sais pas si c'est utile que je vous en refasse un résumé, mais nous sommes dans une guilde de magiciens. Ces magiciens ensemble forment des équipes et ils vont faire quelques missions tous ensemble. Et donc là, nous sommes immergés dans le trio Lucie, Natsu et Happy qui partent en mission. Et en fait, c'est un peu la première véritable mission de Lucie officiellement. Donc ce deuxième tome, je l'ai un peu moins apprécié, mais je sais pas si je l'ai moins apprécié parce que je connaissais déjà l'histoire par cœur, ou si je l'ai moins apprécié tout simplement parce que la mission est un peu moins intéressante que ce qui se passait dans le premier. Voilà, mais bon, comme je vous dis, c'est un manga que j'ai relu et c'est un animé que j'ai poncé de nombreuses fois, donc forcément je n'ai pas forcément le même a priori que la personne qui découvre ce manga la première fois. Donc dans ce manga, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment toujours et encore l'humour de nos personnages, leur impulsivité. J'aime vraiment leur façon d'être, leur naturel, surtout Natsu et Happy qui me font mourir de rire, et Lucie qui hallucine complètement de leur comportement, qui est un peu plus réfléchi qu'eux, même si parfois elle peut se laisser aller via ses impulsions. C'est vraiment un manga qui mêle de l'action, de l'humour, et surtout qui a de très belles valeurs. En fait, malgré leur impulsivité, ce que j'aime dans cette guilde à Fairy Tail, c'est la valeur. Et par exemple, dans ce manga, il y a toute la valeur humaine, il y a la valeur de on est payé pour ça, mais on n'a pas fait ça, du coup non, on va pas être payé puisque ce serait prendre de l'argent pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc les valeurs, elles sont belles
Je sais pas comment vous écrire ça, les valeurs elles sont belles et j'aime ça. Et c'est ça dans chacun des tomes de Fairy Tail d'ailleurs, je pourrais vous le redire à chaque vidéo, à chaque relecture. On a de belles valeurs, on a une belle morale et rien que pour ça, bah je peux que vous conseiller cette série. Et pour terminer cette update lecture, j'ai lu le second tome des Chroniques d'Aspharéo de Chiquishitos, publié chez les éditions Akata. Et ce deuxième tome, je l'ai beaucoup plus apprécié que le premier. Donc c'est pareil, comme je vous ai parlé du tome 1 dans un update lecture, je crois que je vous en ai parlé dans le même que Iruma, donc vous devriez retrouver tout ça dans le petit i. Je vais pas vous en refaire un résumé, mais pour faire court, nous avons cette prêtresse qui s'occupe de ce dragon qui est le protecteur du royaume. Voilà. Comme ça je fais court et je ne spoil personne si vous n'avez pas lu le tome 1. Donc pourquoi je l'ai préféré au premier, c'est que cette fois-ci nous sortons de l'environnement du château et nous découvrons un peu plus les contrées du royaume. Et c'est vraiment la partie qui me manquait dans le premier tome parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on parte à l'aventure. J'ai aimé aussi les graphismes qui sont vraiment très doux. On a une douceur dans les traits tout en étant expressif et enfin c'est vraiment une lecture un peu doudou si vous voulez et c'est très agréable. L'univers par contre je trouve qu'il est un petit peu long à se dévoiler, il se dévoile vraiment petit à petit et j'aimerais en apprendre un peu plus d'un coup, mais d'un autre côté c'est aussi ce qui fait le côté doudou de l'histoire, donc bon, faut faire un petit peu le juste milieu et c'est pas facile. Par contre, j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées dans ce tome, particulièrement celle de la confiance en soi, puisque nous avons Rokul, notre jeune prêtresse. On apprend ça dès le premier tome. C'est une jeune fille qui, par rapport à sa sœur, manque vraiment de confiance en elle. Et là, dans ce tome, son manque de confiance va être mis en avant. Et on va voir pourquoi elle n'a pas confiance en elle, comment elle va remédier à ça. On va voir que c'est pas forcément bien de se comparer aux autres, on a chacun nos propres qualités, que faire exactement comme quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas la bonne méthode qui nous convient, on a chacun notre propre méthode et notre propre façon de faire les choses, et c'est pas pour autant que nos méthodes sont meilleures ou moins bonnes que les autres, ou qu'elles ne marcheront pas. J'ai beaucoup aimé ces morales, ces thématiques abordées, et comme je vous dis, c'est tout mis en scène avec une extrême douceur, avec une sagesse, enfin c'est doux. C'est un manga qui est vraiment bon pour le moral et que je ne peux que vous conseiller. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi avoir été assez claire dans mes explications. En ce moment, je suis très fatiguée. Je dors vraiment très peu. Donc je suis un peu confuse et tout ça, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos petits retours en commentaire, à me dire si vous connaissez les livres dont je vous ai parlé, à me parler vous de vos lectures en cours et puis à m'en conseiller si vous en avez dans le même genre. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!